tous, bienvenue au salon virtuel du livre et des arts chrétiens évangéliques. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Jean-Christophe Biézélard. Il est pasteur à l'église Alliance chrétienne et missionnaire de Gatineau, professeur en études pastorales et directeur des études de deuxième cycle à l'École de théologie évangélique du Québec, qui est l'ETEC. Il est également auteur. Il a plusieurs publications à son actif, notamment Vivre le couple interculturel. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Très très bien, très heureux d'être avec vous tous. Nous aussi, nous sommes heureux de vous recevoir. Aujourd'hui, vous allez nous parler de vivre l'interculturel. Qu'en est-il? Alors, vivre l'interculturel, c'est tout un sujet, n'est-ce pas? C'est un sujet de nos sociétés qui semble de plus en plus important, même à la lumière de ce que l'on voit dans les actualités récemment. Vous l'avez dit très aimablement, oui, je suis pasteur, mais auparavant, j'ai travaillé dans le monde professionnel. J'ai été agent de voyage pour une agence de voyage japonaise, la deuxième plus grande agence de voyage au Japon. J'ai été également hôtelier, j'ai été cadre dans un hôtel assez important à Paris et effectivement j'ai travaillé avec des personnes de toute culture, de toute origine, dans différents pays également. Alors l'interculturalité, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours, dans son milieu professionnel, dans son église également, de plus en plus, et puis parfois dans son couple et puis dans sa famille. Une chose qui est importante peut-être de réaliser, c'est que dans le monde actuellement, ou plutôt en 2019, il y avait 272 millions de migrants, de personnes qui migraient principalement en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Nord également, et puis en Asie, selon les Nations Unies. Donc en fait, on a une foule de personnes qui migrent. Et il semble bien que dans nos sociétés, la migration, ou plutôt au moins la facilité de déplacement, ait créé un peu ce phénomène de mondialisation, c'est-à-dire de rencontres de personnes de différentes culture. Lorsqu'on y réfléchit simplement, lorsqu'on regarde à cela il y a quelques années, n'est-ce pas, j'ai eu l'opportunité de faire mon doctorat dans une université en Angleterre, depuis Paris, lorsque j'étais à l'époque et lorsque j'habitais à Paris. Maintenant je suis à Montréal, comme vous l'avez dit. Mais à l'époque, lorsqu'il fallait aller de Paris à Londres simplement, il fallait prendre le bus ou le train de Paris jusqu'à la côte de la France. Il fallait prendre ensuite le bateau, le ferry, idéalement. Et puis, il fallait après reprendre un bus ou un train pour aller à Londres. C'est un voyage qui durait vraiment plusieurs heures, là, presque une bonne demi-journée ou une journée entière, si on prenait le bateau et le bus. Aujourd'hui, on prend le train depuis Paris et en 2h15, on est à Londres. Bref, la démocratisation de l'aviation, le fait qu'on peut voyager plus facilement et moins cher en avion, en train ou autrement, fait que les gens bougent, les gens se déplacent et que les gens se rencontrent. Pour revenir simplement aux relations interculturelles au niveau de la société, des sociétés, et puis dans les sociétés peut-être dans lesquelles on travaille, dans le milieu professionnel, une chose à laquelle j'avais été extrêmement sensible, et puis c'est une illustration, mais qui veut peut-être bien dire ce qu'elle veut dire, c'est on voit les différences interculturelles lorsqu'on doit gérer des conflits entre employés, des conflits entre employeurs et employés lorsqu'on a des cultures différentes. Par exemple, il y a des cultures dans lesquelles, lorsqu'on a un conflit à régler, on ne va jamais le dire face à face à quelqu'un. Il faut avoir un intermédiaire, quelqu'un qui va être une sorte de porte-parole, un intermédiaire qui va présenter le cas de la personne à l'employeur et va dire mais ça ne va pas parce qu'on ne peut pas s'adresser dans cette culture directement au patron, à l'employeur. Mais des fois, ça, l'employeur ne le comprend pas. Des fois, il voit ça comme étant presque une attaque parce qu'il y a presque deux personnes. Il n'y a pas l'employé qui vient vers moi, mais il y a deux personnes qui viennent vers moi. Et des fois, au lieu d'être donc à l'écoute
du réel problème, du conflit, de la revendication, il va être extrêmement sur la défensive parce qu'il ne perçoit pas ou il ne sait pas que dans certaines cultures, le conflit ne peut pas se gérer directement un à un, mais qui doit se gérer avec un intermédiaire. Donc ça, ce sont des petites choses qui montrent que l'interculturalité dans le milieu professionnel est extrêmement complexe et que souvent la complexité s'exprime dans le cadre notamment des conflits. Bien sûr, on parle également de communication interculturelle. Il y a de plus en plus de personnes dans les sociétés. Par exemple, il y a un monsieur afro-américain qui a été nommé récemment comme directeur de la diversité chez American Airlines. Et c'est un monsieur qui travaille très très fort pour changer les mentalités, pour que les gens puissent se comprendre et puis puissent communiquer et puis puissent s'écouter parce qu'il en va de la vie, de la survie de l'entreprise en général. Comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle personne parle ou ne parle pas. Pourquoi et comprendre est-ce que telle ou telle personne réagit comme ceci ou comme cela. Dans notre monde qui a changé énormément, dans ce monde qui est mondialisé, il est important pour les entreprises de bien travailler ensemble. Donc ça, c'est le côté un peu entreprise, si vous voulez, où on est confronté à l'interculturalité tous les jours. Maintenant, effectivement, il y a le côté église aussi, où dans certains cas, l'église est devenue beaucoup plus interculturelle, où nous accueillons des personnes de différentes cultures au sein de nos églises, envers lesquelles les pasteurs ne perçoivent pas forcément très très bien les différences culturelles, n'ont pas forcément été bien préparés, enseignés sur la diversité culturelle. Par exemple, même mon cas à moi, il y a de ça 20 ans, je suis pasteur depuis plus de 20 ans, j'ai été pasteur aux États-Unis, à New York, en France, à Paris, et puis donc plus récemment ici au Canada, au Québec. L'église dans laquelle j'étais à New York était une église plutôt chinoise de deuxième génération. Donc des personnes qui sont nées aux États-Unis, mais dont les parents venaient de Chine, de Hong Kong ou de Taïwan. À Paris, j'étais pasteur dans une église où il y avait 50% de frères et de sœurs qui étaient d'Afrique, originaires d'Afrique, et peut-être 10% de personnes asiatiques, et puis on va dire un 40% à peu près, 35 à 40% de frères et sœurs qui étaient français. Et dans cette église-là, notamment à Paris, donc avec une telle diversité, j'ai été confronté à des demandes de célébration de couples interculturels. Lorsque un Français, nous on ne dit pas pure laine en France, hein, on va dire gaulois peut-être, sans savoir vraiment ce que ça veut dire, mais de souche, se marie, tombe amoureux d'une jeune femme qui est africaine, et puis réciproquement, c'est très beau tout cela, mais ça pose de nombreux défis. Et puis souvent, ces couples venaient me voir pour me dire, mais pasteur, peux-tu nous faire une préparation au mariage? Et puis j'étais comme la plupart de mes collègues en disant, ben oui, bien sûr, je vais le faire. Et c'est mon rôle de pasteur de faire ça après tout. Et puis je commençais à ouvrir ma Bible et puis à donner les enseignements bibliques qui sont tout à fait corrects avec cela. Et puis on me posait des questions qui étaient assez déroutantes pour moi. Par exemple, à un moment donné, il me disait, pasteur, ok, on comprend tout ça au niveau de la Bible, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport au mariage coutumier? Et puis, waouh, moi, là, en tant que Français, là, entre guillemets, de souche, mariage coutumier, mais il n'y en a pas. Enfin, c'est quoi, là? Des fois, on me posait des questions assez, et puis ça revenait régulièrement. Et la dot, pasteur, on fait quoi par rapport à la dot? Mais je dis, mais moi, la dot, là, c'est des choses qui dataient de mes arrière-grands-parents, là, je ne suis pas... Et donc, j'ai réalisé que quelque part, si je voulais être un pasteur servant la diversité, l'interculturalité de mon Église, je devais aller, oui, la Bible évidemment est essentielle, est primordiale, mais je devais des fois aller plus loin, être plus à l'écoute, être peut-être plus formé aussi pour accompagner ces couples interculturels
qui ont des différences, qui viennent chacun avec leur culture et qui ont déjà, avant le mariage, qui voient déjà entre eux des différences culturelles et qui vont les vivre très très vite au début du mariage, pendant le mariage et en réalité toute leur vie. Donc moi, ce qui m'a motivé dans l'étude de ce sujet-là, c'est, puisque j'ai fait une thèse de doctorat sur l'accompagnement des couples interculturels dans l'Église, ce qui m'a motivé, ça a été le terrain et puis le manque de ressources que l'on avait d'un point de vue chrétien sur le terrain. Oui, il y a des curriculums bibliques qui sont excellents, mais il n'y avait pas grand-chose écrit d'un arrière-plan chrétien sur le sujet. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser véritablement la question, est-ce que ce serait bien de me plonger dans une recherche là-dessus? Puis ça a été un sujet qui a été passionnant et qui m'a amené pendant plus longtemps que ce qui était prévu, mais en tout cas un sujet qui n'est d'ailleurs pas épuisé complètement puisque je continue à travailler dessus. Donc oui, je suis également, alors il y en a certains qui vont brûler de me poser la question, parce qu'elle arrive à chaque fois. Oui, je suis dans un mariage interculturel moi-même. Je suis marié à Keiko, qui est japonaise, et nous sommes mariés depuis 26 ans. Nous avons 2 enfants. Et oui, on a vécu aussi nous-mêmes l'interculturalité en premier lieu. Mais en réalité, ce sujet, cette recherche-là, était encore plus évidente pour moi et plus criante pour moi au niveau du besoin en tant que pasteur, lorsque j'étais confronté à des questions auxquelles je voyais que je ne pouvais pas répondre, dans lesquelles je ne comprenais pas certaines dynamiques ou certaines choses. Et parfois, ce qui est terrible, je passais à côté de grandes douleurs de l'un des conjoints qui ne se sentait des fois pas écouté par l'autre. Et même moi, parfois, en tant que pasteur, je n'étais pas assez sensible à cette douleur parce que je ne la comprenais pas, je ne la voyais pas de la même façon. Donc l'interculturalité dans le monde professionnel, dans tous les défis et les opportunités que ça comporte également, mais au sein de l'Église aussi, et puis au sein des couples et puis des familles. Ce que j'aimerais peut-être souligner avec vous, si c'est correct, c'est peut-être 5 questions importantes, essentielles, qu'il faudrait, au moins 5, il y en a plus en réalité, mais au moins 5 questions essentielles qu'il faudrait que chaque jeune couple interculturel qui envisage de se marier se pose avant le mariage. 5 questions donc pratico-pratiques qu'il faudrait absolument qu'ils adressent, qu'ils échangent. 5 questions sur lesquelles ils doivent se parler pour déminer un petit peu l'interculturalité qui peut poser de nombreux défis. Encore une fois, l'interculturalité, c'est une force, c'est une opportunité, mais en réalité aussi, c'est un grand défi. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, surtout lorsqu'on est jeune marié ou en tout cas juste avant d'être jeune marié, lorsqu'on envisage sur un mode un petit peu idéaliste la relation. Donc c'est ce que je vous propose d'explorer un petit peu avec moi, puis je vais vous dire pourquoi ces 5 questions-là me semblent absolument essentielles. Il y en a beaucoup plus, dans mon livre, j'en adresse beaucoup plus, et puis à la fin de chaque chapitre, j'ai des questions tests qui d'ailleurs souvent sont utilisées par les pasteurs pour les couples, mais 5 questions qui me paraissent absolument essentielles sur lesquelles j'encourage tout couple interculturel ou qui envisage un couple interculturel à réfléchir. La première question, c'est celle du rôle de l'homme et de la femme au sein du couple. Donc la question que je pose aux jeunes couples qui veut se marier, qui envisage de se marier, aux jeunes couples interculturels qui envisagent de se marier, c'est quel est le rôle de l'homme et de la femme dans ta culture à toi et dans ta culture à toi, et de les faire parler afin qu'ils puissent s'écouter mutuellement. C'est sûr qu'on a tous été élevés dans des
culture et que quelque part, on a vu le papa faire plus ceci, la maman faire plus cela, mais que souvent, ça vient un peu de schémas culturels. Souvent, en fait, les sociétés attribuent un rôle plus ou moins spécifique à l'homme et à la femme, et que ce rôle-là peut être très différent d'une culture à une autre. Il y a parfois des sociétés dans lesquelles le rôle de l'homme et de la femme sont plutôt égalitaires. C'est-à-dire que c'est tout à fait acceptable que l'homme fasse ceci, que la femme fasse cela, que la femme, par exemple, fasse carrière professionnelle. C'est même quelque chose de souhaité pour qu'elle soit autonome dans certaines cultures. Alors que dans d'autres, ce qui est très important, c'est que la femme puisse être une femme au foyer et s'occuper notamment des enfants. C'est même dans certaines cultures un statut d'être femme au foyer. Alors que dans d'autres cultures, ça va nous paraître, waouh, c'est tellement dépassé tout cela. Mais vous voyez que si on a été élevé dans une culture où les relations entre l'homme et la femme sont plutôt égalitaires, et l'autre dans une culture où l'homme et la femme a des domaines très très précis, qui gèrent les finances. Dans certaines cultures, c'est l'homme qui va gérer les finances. Dans d'autres cultures, étonnamment, puis des cultures en Afrique, ça va être la femme qui va gérer les finances. Complètement. Je dirais même, c'est à tel point que des fois, même c'est l'homme qui va remettre tout son salaire à sa femme et sa femme qui va reverser une partie de son salaire à l'homme. Mais vous voyez que quand on vient de cultures où le rôle de l'homme et de la femme en général est différent et que cela peut-être a été vécu aussi à un certain point au sein de sa propre famille, que l'on va entrer un petit peu avec cette idée de, voilà, moi, mon rôle d'homme, ça va être plutôt ceci. Moi, mon rôle de femme, ça va être plutôt cela. Et puis, des fois, ça peut être assez compliqué en réalité à vivre. On le voit parfois, notamment, on voit ces espèces de clash-là, lorsque parfois on retourne dans la culture de l'un ou de l'autre. Je m'explique. Soit les réunions de famille, ou soit les voyages à l'étranger pour repartir dans la famille de l'un ou de l'autre. Ce qui va se passer, c'est qu'il est tout à fait possible qu'un jeune couple interculturel à Montréal ait trouvé un certain équilibre dans le rôle de l'un et de l'autre, et puis que ce soit tout à fait fonctionnel. Mais il suffit de revenir dans sa famille pour un repas familial, ou dans son pays pour faire un voyage, pour revoir la famille. Et là, tout d'un coup, on va voir la femme qui va se comporter de façon totalement différente, qui ne va peut-être plus être aussi forte et aussi indépendante qu'elle était, ou l'homme qui va être complètement séparé, ne va plus passer du temps avec sa femme parce qu'il est de retour dans sa famille ou dans son pays. Vous voyez, là, on voit souvent, à travers des choses comme ça, et c'est pour ça que même en tant que pasteur, j'accompagne, et puis souvent je rencontre les pasteurs après leur retour, les jeunes couples après leur retour au pays, je leur dis comment ça s'est passé, comment ça a été avec les familles. Et puis parfois, il y a des couples qui me disent, en fait, oui, mais j'ai pas compris pourquoi est-ce que mon conjoint, il s'est comporté comme ça, c'était même choquant. J'ai eu l'impression d'être une pièce rapportée complètement, ou d'être une servante, ou c'est pas du tout ce que l'on vit ici. Pourquoi? Parce que le rôle que l'on a dans une culture ou dans l'autre, que l'homme et la femme peuvent avoir, peuvent être des rôles qui peuvent être très différents. Donc c'est simplement pour ne pas faire peur aux couples, mais bien leur faire prendre conscience, ok, quel est le rôle de l'homme et de la femme dans ta culture? Et comment est-ce que ça t'influence toi? Et comment est-ce que ça va potentiellement influencer ton couple? Ça, c'est une question qui me paraît excessivement importante. Importante parce qu'il y a un risque, et puis pardonnez-moi, je passe un petit peu de temps là-dessus, mais c'est une question qui est véritablement importante, c'est peut-être la plus grosse question, il y en a d'autres aussi, mais le risque, c'est quoi? Il y a un risque parfois finalement de mentir à l'autre ou de se mentir en essayant d'adopter un rôle qu'on n'a pas forcément que l'on n'a pas forcément appris. Moi, je me rappelle par exemple
d'un jeune couple, et puis j'en parle dans mon livre, et puis je cite leur exemple. Marié pendant plusieurs années à une jeune femme asiatique, David explique qu'en Asie, il y a plusieurs règles à respecter pour ne pas offenser les membres de la famille ou de la communauté. Il fallait faire ceci ou cela, et puis moi, pour faire plaisir, je l'ai fait, mais j'ai réalisé en fait que j'avais joué un rôle pendant des années, que je n'étais plus moi-même afin de satisfaire aux attentes et aux critères culturels de la famille et de mon ex-épouse. Je jouais un rôle pour correspondre aux besoins des autres. Le problème, c'est que lorsque l'on joue un rôle pendant des années, au bout d'un moment, on n'est plus soi-même. Donc, il faut faire attention de ne pas se fondre nécessairement dans le rôle de l'autre pour plaire à l'autre, mais encore une fois, clarifier les choses avant le mariage, de façon à déminer, à écouter, à s'écouter là. Et puis si le couple voit, wow, mais moi dans ma famille on ne fait pas comme ça, mais c'est bien, il le verbalise, et il faut qu'il le verbalise parce qu'il faut qu'il le réalise avant d'entrer dans le mariage. Vous me suivez un petit peu sur l'importance de cela. L'autre question, et puis ça c'est une question qui arrive souvent aussi, et puis ça c'est tout un chantier, l'autre question que je pose aux jeunes couples, et puis que le jeune couple devrait se poser, c'est ok, comment garder un peu de ma culture et respecter celle de mes parents dans un couple interculturel? Comment garder un peu de ma culture et respecter celle de mes parents dans un couple interculturel? Souvent, je suis intervenu dans des églises chinoises, dans des églises chinoises de deuxième génération, où on voit donc des jeunes qui ont été élevés au Canada et même au Québec, mais dont les parents sont des fois nés en Chine ou alors à Hong Kong ou à Taïwan. Et il y a souvent même des conflits un petit peu presque dans le culturel au sein de ces deux générations-là, et ô combien il y a encore d'autres conflits qui vont se greffer dans le cas d'un couple interculturel. Et souvent, je leur dis, mais vous êtes pris entre presque deux versets bibliques, là, deux principes bibliques. Vous êtes pris entre honorer père et mère, un des 10 commandements, et entre un autre commandement, qui est dans le livre de la Genèse, qui est l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, etc., etc. Et donc, vous êtes pris, je leur dis souvent, dans une sorte de conflit entre l'honneur aux parents, qu'il faut continuer à montrer dans vos cultures, mais également l'autre commandement biblique qui dit qu'il faut aussi quitter ces parents-là. Donc, comment garder un peu de sa culture, celle de ses parents, de sa famille, lorsqu'on fréquente quelqu'un d'une autre culture et qu'on va se marier avec lui? Parce que ça, c'est une question de loyauté personnelle, familiale et même culturelle là, que le couple va devoir vivre. Loyauté à sa culture d'origine, savoir comment garder sa propre culture et respecter celle de sa famille et celle de sa communauté, parfois lorsqu'on vit dans une autre culture ou lorsqu'on fréquente quelqu'un d'une autre culture. Ça, c'est absolument tout un défi. Et c'est un travail que le couple va devoir faire. Il y a plusieurs stratégies et la recherche des sociologues et des psychologues montre qu'il y a plusieurs stratégies que le couple peut adopter, et j'en parle dans mon livre, mais notamment deux stratégies qui sont les stratégies les plus dominantes, c'est-à-dire qu'il va y avoir le couple qui va chercher, ou l'un d'entre eux va chercher à s'immerger totalement dans la culture de l'autre. Donc ça, c'est ce que des sociologues et des psychologues voient. Oui, deux personnes de cultures différentes, mais pour minimiser les conflits, ou pour espérer de minimiser les conflits, il y a un qui va s'immerger totalement dans la culture de l'autre. Ça, autant vous dire que c'est un modèle qui est très répandu au sein des jeunes couples, parce que des fois, on voit que l'interculturalité va poser des conflits, mais en réalité, c'est pas quelque chose qui est viable à long terme, parce que justement, oui, ça peut diminuer des conflits à court terme d'ordre culturel, mais on peut pas renier sa propre culture dans laquelle on a été élevé. On peut pas l'effacer comme cela. On peut essayer de jouer un rôle, comme dans l'exemple que j'ai donné auparavant, mais de l'effacer comme cela jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est pas véritablement
À mon avis, ce n'est pas souhaitable. Et puis, ce n'est pas faisable bien souvent. Et puis, souvent, un modèle que les couples vont adopter pour essayer justement de garder des éléments culturels là, ça va être un petit peu la culture, d'ailleurs le modèle très très présent dans certaines cultures du give and take. Je prends et puis je donne. C'est-à-dire que je vais accepter de donner ou de renoncer à certaines choses dans ma culture d'origine si toi, tu me permets, tu me donnes certaines choses ou certains privilèges. Et puis des fois, ça peut être sur des choses totalement étonnantes. Il y avait un couple, par exemple, que je connaissais bien, dont l'épouse était indonésienne et puis dont le mari était français. Eh bien, en fait, par exemple, lui, en fait, il voulait manger absolument français, cuisine, voilà, typique. Et puis, ça, c'était quelque chose sur lequel ils ne pouvaient pas renoncer. Ils ont essayé, etc. Et puis, donc, l'épouse indonésienne s'est mise aussi un petit peu à faire aussi, à cuisiner un petit peu plus français, alors que, bon, cuisiner avec du beurre, avec de la crème, etc., c'était des choses qui étaient impensables, mais elle s'y est mise, là. Mais en échange, lorsque j'entrais chez eux, tout leur salon, toute leur maison était décorée à l'indonésienne. On était sur des chaises comment est-ce qu'on dit, qui étaient presque en paille, etc. C'était très, très beau tout cela. Il y avait des décors, il y avait des éventails, il y avait des choses qui étaient magnifiques, mais on se serait presque cru en Indonésie à Paris. Puis là, on a un petit exemple très poussé, c'est vrai, mais caricatural, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'il y a des choses sur lesquelles on va accepter de donner, de faire des compromis, et puis d'autres choses qu'on veut absolument garder. Donc ça va être cette question du give and take, une situation un peu de compromis qui va permettre au couple de s'adapter. Mais c'est vrai que garder un peu de sa culture et de la culture de sa famille, de celle de ses parents, dans un couple interculturel, est une question qu'il faut poser, et puis poser la question, comment allez-vous faire pour cela? Comme encourager les couples à réfléchir à cela avant le mariage au préalable. Autre question, troisième question que je pose aussi aux couples, qui est une question qui est un peu sensible, mais je pense qu'il faut les aider à anticiper certains défis peut-être. Ça va être, ok, êtes-vous réaliste? Vous savez-vous ce que vous allez devoir faire, même sur le plan légal, par exemple, en tant que couple interculturel? Il y a des couples interculturels qui sont de même nationalité. Bon, ça ne pose pas tellement de problèmes. Mais il y a des couples interculturels qui vont être de nationalités différentes. L'un vient d'un pays et l'autre est d'un autre pays. Et ça, parfois, les jeunes couples qui se sont rencontrés de façon assez typique à l'université, c'est un lieu de rencontre et souvent d'expérimentation, nous disent les recherches et les chercheurs. En sociologie, l'université est un lieu d'expérimentation interculturelle de bien des façons, y compris sur le plan conjugal. Eh bien, parfois, en fait, ils ne réalisent pas que oui, ils se rencontrent, ils s'aiment, c'est merveilleux. Et puis, ils commencent même peut-être à se présenter à l'église, à se présenter au pasteur. Tout le monde est content. Et puis, on commence à faire une préparation au mariage. Et puis, tout le monde est content. Et puis, on en parle même aux familles. Puis là, dans certains cas, ça se passe très, très bien aussi. Tout le monde est content aussi. Tout semble aller au vert. Sauf que on ne réalise pas que parfois, parce que l'un était entré avec un étudiant visa étranger, étranger, eh bien, il va devoir refaire entièrement une foule de démarches qu'il ou qu'elle n'avait jamais anticipées. Bon, pourquoi est-ce que sur le plan pastoral, c'est important de poser cette question-là? Après tout, les pasteurs ne sont pas des juristes. Mais parce qu'il peut y avoir un accompagnement pastoral à faire. Lequel? Dans ce cas-là, par exemple, la personne qui a été pendant 3 ans, 4 ans à faire son bac à l'Université de Montréal, parfois plus longtemps, qui a fait son bac et puis sa maîtrise, ou même parfois son doctorat, et puis qui avait son statut étudiant là, lui ou elle, il s'est senti accepté dans cette culture, il y vit depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans, il a fait des efforts pour s'adapter à la culture. Et tout d'un coup, le système juridique, légal, lui dit, vous recommencez tout à zéro,
où vous changez les choses, vous devez montrer, vous devez prouver, et ça projette le couple dans quelque chose que souvent il n'avait pas anticipé, et parfois dans une certaine, je l'ai vu en tant que pasteur, amertume. La personne ou le conjoint ou la future conjointe étrangère se sentait acceptée et intégrée, et en réalité, le pays, que ce soit la France, le Canada, les États-Unis, n'importe lequel, lui dit ben, montre-nous que tu peux te marier à un de nos citoyens. Prouve-nous que. Et du coup, ce sentiment d'intégration qu'avait pu ressentir la personne étrangère, il le vit peut-être différemment. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est pas si simple que ça. Et des fois, notre rôle pastoral, ça va être simplement être à l'écoute de ça. Comment est-ce que tu vis toutes ces démarches que tu fais actuellement? Comment est-ce que ça va? Est-ce que tu vas vraiment bien dans tout ça? Donc, c'est une question qu'on peut se poser. Quatrième question, qui est une question essentielle aussi, c'est la question des finances. Sommes-nous d'accord sur la gestion des finances? Comment est-ce qu'on gère nos finances? Alors ça, c'est une question qu'on doit poser presque à tout couple, n'est-ce pas? Il y a des fois l'un d'entre eux qui peut être plus dépensier que l'autre, l'autre qui peut être plus dans l'épargne que l'autre. Ça, c'est une question pour tout couple qui ne sont pas nécessairement interculturels. Sauf que, à cause du fait que parfois, l'un des conjoints peut appartenir à une culture qui va être plus collective, où on prend soin de sa famille, où les liens avec sa famille restent extrêmement importants, ça peut avoir une incidence importante sur les finances par rapport à un autre conjoint qui, lui, est plutôt, disons-le, occidentalisé, donc d'une culture plutôt individualiste, avec une mentalité, mon argent, c'est à moi, je l'ai gagné, je le mérite, donc je le dépense comme je veux. Lorsque quelqu'un qui vient d'une culture individualiste pense comme cela, entre en couple et se marie avec quelqu'un qui est d'une culture plus collective, où il y a toujours une redevabilité importante avec sa famille d'origine, avec ses parents, lui ou elle va dire « mais moi, il faut que je soutienne ma famille et mes parents. Il y a besoin des fois au pays d'aide, il y a besoin d'envoyer des médicaments, il y a besoin de les soutenir par rapport à leurs frais médicaux, il y a besoin de ceci ou de cela. » Donc, vous voyez, ça, ce sont des questions importantes à poser au couple. Est-ce que vous êtes d'accord sur la gestion des finances? Et puis, on ne parle pas seulement de la dîme, là, en tant que pasteur, mais par rapport aux relations que vous allez garder avec vos familles d'origine, ou plutôt par rapport à ce que vos cultures vous recommandent, ou disons-le, vous imposent culturellement par rapport à vos familles d'origine. Que ce soit des petits cousins, des frères ou des sœurs, la famille proche, la famille éloignée, des parents qui vieillissent. Lorsque le couple n'a pas exploré cela ou n'a pas réalisé cela, ça va être un gros clash, un gros clash. Et ça va être souvent, et moi je l'ai vu dans mon bureau en rencontrant des couples, ah mais tu envoies tout ton salaire à ta famille, rien n'est pour nous. Et souvent il y a une incompréhension, il y a la personne qui vient du milieu, d'un milieu qui est plutôt individualiste, qui va dire, mais ok, moi j'ai envie de faire des petits week-ends romantiques, j'ai envie de partir en vacances ensemble, et l'autre qui dit, mais moi j'ai besoin de soutenir ma famille, là, et les besoins de ma famille là, également. Donc on voit quelque part qu'il y a là une possibilité de difficulté. Et puis, et de frustration à court terme et même à moyen et des fois à long terme. Une citation de mon livre rapidement, puis je termine là-dessus avant d'aller dans la dernière question, si c'est correct. Il peut y avoir un conflit entre ce qu'il faut faire en tant que membre d'une famille et d'une culture et son épouse qui ne comprend pas toujours les demandes incessantes de ceux qui sont au pays. Je cite, « Dans la société congolaise, il y a une grosse redevabilité entre les membres de sa famille. Dans les cultures asiatiques également. Mais en Afrique, on a une famille proche et une famille qui est très étendue. Ce qui gêne parfois mon épouse, ce sont les demandes directes d'argent ou d'objets. Ce n'est pas facile pour elle qu'il y ait des demandes aussi nombreuses de la famille étendue. Et puis, leur façon de demander n'arrange rien. Mais,
j'ai un devoir de loyauté envers ma famille. Et cela, il faut l'expliquer encore et encore à mon épouse. Fin de citation. Dernière question parmi les 5 qui sont pour moi des questions absolument essentielles à poser au couple, à un jeune couple interculturel là, mais qui n'est pas forcément le cas, mais des fois ces couples-là se présentent là. Et puis il y a des couples où l'un est de notre Église et puis l'autre ne l'est pas, où l'un est d'une autre religion. Et puis, même en tant que pasteur, des fois, j'ai eu une jeune femme ou un jeune homme de mon église qui me dit, ben voilà, là, je suis amoureux de quelqu'un, mais il ou elle est catholique, ou il et elle est d'une autre religion. Je dirais, ne nous voilons pas la face sur ces choses-là, parce que ce sont des choses qui existent là. Bien sûr, on a notre théologie, on a ce que la Bible nous dit, bien entendu, mais ces couples-là, parfois, souvent, sont à la marge, souvent se cachent, et puis à un moment donné, se présentent quand même au pasteur là. Qu'est-ce qu'il faut? Quoi faire là? Et puis, je ne suis pas là à des églises, des unions d'églises peuvent avoir leur position doctrinale là-dessus, et puis c'est très très bien. La chose que je veux dire, c'est de façon, là j'enlève mon côté pastoral, je me mets sur le côté chercheur que j'ai été et que je suis. Les recherches montrent que 2 personnes qui sont de religions différentes, ça va être une difficulté très importante au niveau de leur couple. Encore une fois, oui, il y a des passages bibliques qui parlent de cela, effectivement. Il y a des fois 2 Corinthiens 6 dont on parle. On peut parler également d'exemples dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais sur un point de vue simplement même sociétal, c'est un point de vue de recherche, 2 personnes qui sont de religions différentes, qui se mettent en couple, les défis vont être énormes et souvent ils ne le réalisent pas. Il va y avoir, et souvent en fait, ils vont le réaliser un petit peu par rapport à la cérémonie des mariages, mais il va y avoir plein de questions qui vont se poser à eux, et qui vont se poser à eux par rapport à au fait d'élever leurs enfants. Ils vont aller dans quelle église finalement? Est-ce qu'ils vont continuer à aller à l'église ou plus aller à l'église? Est-ce que l'un va aller dans son église et l'autre va aller dans son église? Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'ils vont vivre spirituellement? Comment est-ce qu'ils vont devenir un spirituellement? Il va y avoir la question de l'éducation religieuse des enfants. Lorsqu'il y a, ça ne prend pas un doctorat, hein, parlons honnêtement, de comprendre que si l'un envisage un mariage avec un conjoint qui est catholique, ben, le baptême de l'enfant va devenir un problème très très rapide, puisque les catholiques baptisent les enfants, même les bébés, les nouveau-nés, et puis que dans le monde évangélique, c'est quelque chose que nous ne faisons pas, on baptise sur profession de foi. Donc là, il va y avoir des choses où peut-être que le couple voyait leurs différences comme étant « Ah, mais on peut quand même s'entendre », mais en réalité, ils vont être confrontés à plein de choses au quotidien sur leur vie spirituelle, leur vie, la prière, la fréquentation de l'église, l'éducation religieuse des enfants, que souvent ils n'ont pas anticipé, en plus de souvent la résistance et puis même la résistance qui vient de leur famille et de leur communauté d'origine. Des recherches montrent bien que des couples, alors parfois la sociologie montre même que, la sociologie des religions montre que des couples de même religion, presque quelle qu'elle soit, vont être des couples qui vont être beaucoup plus forts et qui ont beaucoup plus de probabilité de rester ensemble que des couples qui ont des religions différentes. Donc, c'est un petit peu cela que je voulais partager avec vous. Il y a bien sûr beaucoup d'autres questions et puis beaucoup d'autres sujets que l'on peut évoquer, mais c'est un petit peu ces 5 questions-là que je reprends, et puis je termine par une citation. Quel est le rôle de l'homme et de la femme dans ta culture et qu'est-ce que cela implique pour notre avenir à deux? Une question importante. Comment garder un peu de ma culture et respecter celle de mes parents dans notre couple interculturel? Deuxième question qui est très importante, qui va nécessiter des stratégies pour
le couple? Sommes-nous réalistes sur les défis pratiques et parfois légaux d'un couple interculturel, avec toute l'amertume et la difficulté, des fois même l'impossibilité que cela peut poser? Sommes-nous d'accord sur la gestion des finances? Comment est-ce qu'on envisage les finances? L'argent, ça a quelle valeur pour nous, pour toi, pour moi? Question importante. Et puis, éventuellement, la question, là, est-ce que deux religions dans un couple, c'est vraiment possible jusqu'à ce que la mort les sépare? Là, est-ce que c'est véritablement faisable? Au-delà de ce que l'on croit aussi. Je termine par une citation d'un quelqu'un que j'apprécie pas mal, qui a écrit un commentaire dans le livre des Actes, qui dit la chose suivante. Il dit « Si la diversité représente une richesse, les différences culturelles ne produisent pas toujours des expériences plaisantes. Lorsqu'on est impliqué dans une culture étrangère, il y a le risque d'être submergé par le choc culturel ou, sur le long terme, par une fatigue culturelle. Lorsque des personnes différentes, par leur langue, par leur nationalité, par leur tradition, par leur statut économique et croyances spirituelles, se côtoient, cela peut entraîner des frictions qui peuvent entraîner des incompréhensions, de la suspicion, des préjugés, de l'orgueil, de la colère et même parfois de la violence. L'Église n'est pas exempte de ces frictions culturelles. » Fin de citation. Merci beaucoup pour votre attention, puis je suis vraiment ouvert à toute question sur ce sujet qui me passionne en tant que pasteur et en tant que chercheur également. Merci beaucoup, pasteur, pour votre exposé qui est vraiment très intéressant et qui vient réveiller nous éclairer à beaucoup de points. Nous avons deux questions à date. Il y a une question qui vient de William. Il voudrait savoir, pour un couple interculturel qui se prépare aux fiançailles, est-ce qu'il vaut mieux privilégier les formateurs spécialisés ou expérimentés dans les relations interculturelles? Ok, bonjour William, puis merci pour cette belle question. Est-ce qu'il faut privilégier dans le cadre d'une préparation au mariage, Cathy, c'est ça que tu penses qu'il suggère, oui, William? Oui, dans certains couples, dans les fiançailles, oui. Pas forcément. Vos pasteurs, nos pasteurs sont d'abord là pour nous former, pour nous rappeler ce que la Bible dit sur le mariage. Et ça, ce n'est pas négociable. Il faut entendre, revoir, revisiter. Les pasteurs ont de l'expérience par rapport à eux-mêmes, l'expérience d'accompagner des couples également. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de négociable. Après, c'est vrai que si on est un couple interculturel là, et si on voit que des fois le pasteur n'est pas ou ne sait pas comment répondre à certaines questions, ne voit pas certaines différences, des fois un peu de lecture supplémentaire peut aider. Et puis moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai écrit mon livre là. C'est un livre que j'ai écrit, quand vous le lisez, dans un cadre plutôt grand public, qui ne se veut pas essentiellement. Oui, c'est moi qui l'ai écrit en tant que pasteur, en tant que chrétien, mais ce n'est pas un livre que j'ai voulu écrire spécifiquement pour la communauté chrétienne. C'était d'ailleurs aussi un choix de mon éditeur, mais parce que je veux aussi laisser la place à chaque pasteur d'utiliser leur propre curriculum et d'utiliser peut-être mon petit livre plus sur le côté interculturel. Donc moi, je ferai d'abord confiance au pasteur de l'église locale qui a certainement une très riche expérience en matière d'accompagnement des couples. Je sais que pas mal d'églises, des églises baptistes par exemple, mais pas seulement, des pasteurs de ces églises-là utilisent mon livre en complément et puis utilisent les petites questions parce qu'à la fin de chaque chapitre, j'ai des petites questions. Donc, en fait, ils donnent ce livre-là à lire aux jeunes couples et puis après, ils les invitent à réfléchir à des questions que j'ai posées et qui peuvent aider et compléter en fait une préparation au mariage classique et biblique qui se fait là. Donc, voir des spécialistes, non, pas nécessairement, encore une fois, mais se documenter, s'informer. Des fois, j'interviens, moi, au sein des églises. Il y a des fois des petits groupes pour couples interculturels au sein de certaines églises, et puis des fois, je suis invité, puis j'interviens bien volontiers pour encourager, pour aider
là où j'interviens au sein d'une église également. Mais encore une fois, dans les préparations au mariage, à moins qu'il y ait vraiment des questions extrêmement spécifiques, le pasteur est quelqu'un quand même d'expérience et voilà. Après, peut-être lire des livres supplémentaires sur le sujet peut aider. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, oui, merci beaucoup. La deuxième question nous vient de Rodelin. Quel serait l'impact culturel dans l'éducation des enfants dans un couple interculturel? Oh, magnifique question, ça, Rodelin, bravo. Ça, Rodelin, il m'encourage à écrire mon deuxième livre qui s'appellera peut-être Vive la famille interculturelle. Il me manque un peu de temps pour cela, priez pour moi, que je puisse m'en dégager. Mais euh, moi, je pense que c'est très, très important d'enseigner aux enfants la culture des deux parents. Même si à certains moments de la vie des enfants, enfance ou adolescence, peut-être qu'il va y avoir une culture qui va être plus fortement enseignée qu'une autre, ou l'enfant qui va être peut-être plus ouvert euh, vers une culture qu'une autre. Et puis, voilà. Je me permets de donner un petit exemple personnel là. Donc moi, mon épouse est donc japonaise, hein, et puis donc nous sommes mariés en France. Après, on a vécu aux États-Unis. Nous sommes revenus en France après un séjour de 5 ans aux États-Unis. Et puis, nos enfants ont été à l'école, bien entendu. Puis, on avait la possibilité de les mettre dans une école internationale où il y avait même un cursus en japonais. Et puis ça, c'était quelque chose qui aurait été passionnant, mais c'était hors de prix. C'était une école privée, c'était hors de prix pour nous. C'était loin aussi, c'était pas faisable. Et donc, finalement, malheureusement, quelque part, on n'a pas pu en fait donner à nos enfants on n'a pas pu les mettre dans un environnement d'éducation qui aurait encouragé encore plus que ce que l'on fait à la maison, cette espèce nos deux cultures. Alors pour notre fille, notre aînée, mon épouse en fait parlait japonais, elle parlait en japonais, et puis moi je parlais en français, donc en fait elle a capter les deux langues très très facilement. Et puis, mais elle a été élevée dans le cursus français, typiquement là. Et puis, c'est vrai que c'est là que c'est un peu difficile au niveau des familles, c'est que parfois on se dit, waouh, mais ma fille là, si j'étais mariée avec quelqu'un de ma culture, elle aurait connu plus de choses sur ma culture. Elle aurait peut-être été ma fille ou mon fils. Elle aurait été peut-être plus sensible à certaines choses de ma culture. Et des fois, c'est un peu une douleur là, de la part de l'un des conjoints qui voit que l'enfant ou les enfants sont plus impliqués dans la culture québécoise, par exemple, que dans la culture haïtienne, et puis ils réalisent qu'ils parlent des fois même pas le créole, peut-être, ou ils parlent peut-être pas, voilà, ils n'aiment pas la nourriture finalement que nous on aime, et puis la nourriture haïtienne, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bonne là, franchement. Je ne comprendrais pas pourquoi est-ce que les enfants ne feraient pas ça, mais en tout cas, voilà, des fois ils préfèrent la nourriture nord-américaine, la poutine ou des choses comme ça. Et c'est des fois avec une certaine douleur que l'un des parents voit cela. Il ne faut pas se désespérer. Encore une fois, si mes enfants ont été élevés en France, c'est assez intéressant. Dans l'exemple de ma fille, par exemple, elle va entrer à l'Université de Montréal la session prochaine, et puis elle va entrer en études asiatiques. Donc, vous voyez, pour elle, c'est comme si, et puis elle est très heureuse de ça, et puis ce matin même, elle m'en parlait, elle me montrait les cours qu'elle allait choisir, etc. Donc, même si des fois, on voit que, en tant que parent, pour n'importe quelle raison, on a dû faire des choix parce qu'il fallait s'intégrer, parce qu'il fallait privilégier, parce qu'on habite dans telle ou telle culture, essayer de semer, comme on sème la parole de Dieu au sein de nos familles, semer la richesse de votre culture, la richesse de votre culture. Il y a des choses vraiment importantes à enseigner, et vos enfants revisiteront cela d'une façon ou d'une autre dans le temps de Dieu. Donc ne soyez pas découragés, semez comme vous le pouvez, ne forcez pas, parce qu'en forçant on n'arrive à rien, mais faisons confiance au Seigneur, et les choses peuvent et changent souvent,
Donc, j'espère que j'ai répondu un petit peu à cette question. Je me rappelle d'une chose, parfois il faut interpeller les parents. J'avais un couple qui était dans mon église et la femme était togolaise et le mari était de la Guadeloupe. Là. Et puis, lorsque je leur ai posé cette question-là, qu'allez-vous enseigner à vos enfants sur vos cultures? Et puis la jeune femme africaine a parlé de belles choses sur la valeur de la famille, etc., des belles choses. Et puis lorsque j'ai demandé à ce frère là, de Guadeloupe, il m'a dit, mais moi, j'ai rien enseigné dans ma culture. Il n'y a rien à enseigner dans ma culture. Et puis pour moi, ça a été une alarme et d'une tristesse énorme. Puis je lui dis, mais mon frère, là, cherche là. Il y a des choses que... Il me dit, mais même là, enseigner le créole, ça ne sert à rien. Je dis, mais derrière une langue, là, tu as plein de choses, tu as une richesse qui est là derrière. Il faut que tu identifies toi-même. Et puis je dis, je suis tellement profondément désolé que peut-être le schéma culturel, là, disons-le, de la France, est fait que tu ne vois même plus les richesses de ta culture d'origine quelque part. Tu as des choses, tu as des valeurs certainement que tu peux enseigner à tes enfants. Redécouvre-les, cherche-les, demande à tes parents, demande à tes grands-parents. Peut-être qu'il faut recommencer par toi-même là, pour voir, pour découvrir toi-même ta culture et pourquoi pas le faire avec tes enfants. Donc c'est une question qui est, Rodelin, complexe, pas toujours simple, mais encore une fois, semer. Ça peut être à travers la littérature, ça peut être à travers la cuisine, ça à travers les valeurs de nos parents, de nos grands-parents, des belles valeurs que parfois ils ont là. Il y a des choses à semer et qui vont enrichir nos enfants. Ben, je le crois en tout cas. Après, mais c'est tout un chantier. Hein. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, pour ce thème qui est très enrichissant et surtout à propos, parce que nous sommes dans un village planétaire et je réalise en vous écoutant que nous devons développer une intelligence interculturelle. Merci beaucoup de votre temps et merci à tous d'avoir participé à cette conférence du Salon du Livre virtuel. À bientôt. Au revoir. Merci à vous tous. Merci.